Bonsoir et bienvenue dans cette soirée électorale. Donc pour animer cette émission, je serai avec Nicolas Ayas, rédacteur en chef d'ADN. Bonsoir à tous. Donc à ma droite, on retrouve avec Margot Medcourt, Parlement de l'Union populaire et membre de Nantes en commun. Bonsoir. Ensuite, on aura Valérie Opelt, députée de la Loire-Atlantique pour La République En Marche. Bonsoir. Bonsoir à vous. À gauche, côté Rassemblement National, on aura Gauthier Boucher, qui est élu au Conseil régional des Pays de la Loire. Bonsoir. Et pour finir, on aura William Aucan. Enlève le son. On aura William Aucan, élu au Conseil régional des Pays de la Loire pour l'écologie ensemble, représentant de Nick Jadot, mais non encarté et membre du Conseil politique. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas, on va commencer par le premier thème, qui sera la campagne présidentielle. Oui, absolument. Alors c'était une campagne qui était quand même relativement inaudible. En général, la guerre en Ukraine a quand même beaucoup obnubilé les gens. On va commencer par exemple avec vous, Margot Medcourt. Malgré le soutien à l'Union populaire, on a quand même très peu entendu parler de la campagne en général, même du côté de LFI. Oui, c'est vrai, c'est une campagne un peu particulière. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'on a un président candidat qui s'est dérobé. Vous pensez que c'est dû à ça, que ça a impacté ? En grande partie, oui. Parce que je vois que Madame Opelt n'est n'est pas tout à fait d'accord. Il y a des enjeux il y a eu la crise du Covid et ensuite la guerre en Ukraine qui ont fait qu'on a une attention particulière pour le contexte international. Mais je pense effectivement qu'on a un président qui n'a pas joué le jeu du débat démocratique, qui n'a pas voulu mettre en débat son mandat. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'espère que nous serons au second tour pour avoir un vrai débat démocratique sur les sujets qui préoccupent les Françaises et les Français. Valérie Opelt, directement sur ses propos. Alors c'est assez inquiétant d'entendre ça et moi je suis plutôt rassurée de voir d'abord un président qui a su tenir une France, tenir cette crise Covid, tenir cette situation internationale, réussir à unir cette Europe parce que c'est le seul candidat qui en parle. Et puis finalement sur ces 15 derniers jours qui sont les 15 jours de campagne, finalement, on a eu un temps égalitaire entre les uns et les autres. Tous les candidats ont pu s'exprimer. Et ce qui est important, c'est qu'un président et donc candidat puisse aller... Malgré tout, Monsieur le Président a quand même refusé. Il a mouillé le maillot et justement, il a réussi à gérer cette crise en Ukraine qui dure malheureusement tout en étant candidat. Mais parce que malgré tout, il a quand même refusé de participer à l'émission. Mais regardez un petit peu l'histoire, intéressez-vous à l'histoire. Tous les anciens présidents qui se représentaient n'ont pas débattu au premier tour. Pour faire quoi, finalement ? Pour se retrouver Mais peut-être aussi pour se défendre, justement. 5 minutes de parole, il y a eu du débat en réalité. Le débat s'est fait avec les journalistes, s'est fait avec le terrain, dans un meeting qui a réuni plus de 30 000 personnes. Donc pour moi, il a eu lieu ce débat. Et ce qui était important pour moi, d'ailleurs, en tant que député, c'était d'aller, et j'y suis depuis 5 ans, d'aller au quotidien, sur le terrain, convaincre les gens, la population, les Nantais et les Nantaises en l'occurrence. Et c'était surtout ça qui m'a tenu à cœur ces derniers temps. Monsieur Boucher, une réaction par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que justement Monsieur Macron a bien participé au débat ou au contraire, plutôt d'accord avec Madame Medcourt, est-ce qu'au contraire il est un petit peu dérobé à cela ? Je pense qu'il s'est effectivement dérobé au débat parce qu'il n'y a pas eu de grande confrontation d'idées dans cette élection présidentielle qui pourtant aurait dû être l'occasion d'un grand moment démocratique, un grand moment d'expression populaire à la suite d'un certain nombre de crises que nous avons vécues et dont M. Macron est tout de même comptable. Je veux dire, il y a eu en 2018-2019 la crise des Gilets jaunes qui était là aussi un grand moment d'expression populaire, d'expression démocratique avec des revendications nouvelles, notamment autour du référendum d'initiative citoyenne. Il y a eu un certain nombre de consultations, de grands débats dans les villes, dans les mairies, dont il n'est rien sorti et que M. Macron n'a pas entendu ensuite. Il se dérobe clairement du débat parce que déjà il n'a pas voulu participer au débat télévisé et l'argument selon lequel aucun président ne l'a fait, ça équivaudrait tout de même à Mme Opelt à comparer M. Macron à Charles de Gaulle, à Georges Pompidou. Je ne crois pas que M. Macron ait la même dimension historique que ces personnages. Sans parler de dimension. C'est simpliste. Non, c'est pas simpliste. C'est votre image. Et je ne peux pas vous entendre dire qu'on n'a rien fait après ce grand débat. En réalité, la crise des Gilets jaunes, c'est une crise qui est profonde, qui date de plus de 30 ans. On récupère effectivement une situation de la France qui était catastrophique. Cette crise des Gilets jaunes
a permis en effet de lancer ce grand débat qui justement a permis de mettre en place par exemple la prime Macron, des baisses sur les impôts et d'écouter. Et moi, c'est ce que j'ai vécu aussi, cette crise des Gilets jaunes nous a demandé, nous en tant qu'élus, d'aller encore plus loin et plus près Et de la c'est population. peut-être arrivé un petit peu tard. Grand débat peut-être. et convention citoyenne pour le climat. Vous ne pensez pas, Madame Opelt Attends, Madame on va Opelt. s'écouter, attendez, on va Attendez, s'écouter. attendez. Vous avez demandé notamment de baisser le coût de l'énergie. Les Gilets jaunes ont manifesté pour une essence à 1,50 € le litre. Elle est maintenant à pratiquement 2 €, voire plus de 2 € dans certaines stations. Non, il y a aussi un cas, la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine n'explique pas. La guerre en Ukraine. Attendez, on va laisser chacun finir ses phrases, sinon on va pas s'en sortir. Vous n'avez jamais baissé, par exemple, la TICPE, qui était une demande d'un grand nombre de Français. Vous n'avez jamais baissé les taxes sur les carburants. Et vous vous êtes excusé de cela en vous abritant derrière. Madame la Opelt, guerre laissez russe. finir, Monsieur Boucher. Vous avez terminé. Madame Opelt, c'est à vous. Oui, Madame Medcourt, allez-y. Bah, oui, parce que J'en prie. d'abord je suis un peu frappée parce que Madame Opelt a dit quand même que Emmanuel Macron avait tenu la France. Mais en fait, on ne tient pas la France. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'on a un pouvoir quand même qui s'est exercé ces 5 dernières années qui a été assez autoritaire, qui a effectivement, Emmanuel Macron s'est toujours éclipsé de tous les débats, c'est tous les rassemblements populaires qui n'ont pas été entendus, notamment les Gilets jaunes, avec aussi une répression très importante des manifestations. Et aujourd'hui, et ensuite, donc, il y a quand même un représentant dans cette pièce, une personne qui a participé à la Convention pour le climat, Convention sur le climat sur laquelle s'est assis Emmanuel Macron alors qu'il avait promis qu'il respecterait les propositions de cette convention. Donc c'est quand même une drôle de façon, oui mais Il y en a eu 140. non mais normalement On va y venir, on va y venir. On va- toutes les on va- propositions qui devaient être reprises. Donc c'est quand même une étonnante considération de la démocratie. On va laisser parler Monsieur Aucan justement sur cette convention écologique. Oui, mais alors déjà, pourquoi le président s'est dérobé sur ces derniers temps? Le débat démocratique est complètement absent. Enfin, on a un président qui en 2017 voulait tout changer dans les institutions. Au final, il utilise toutes les méthodes des présidents de la Ve République. De fait, pas faire de débat avec nous. De quoi a-t-il peur en fait de son bilan peut-être, ou aussi du fait effectivement qu'il y a des difficultés à respecter la démocratie. On voit rien que cet après-midi. Sur la plateforme pour savoir où voter, le site était en panne quand même. Enfin, l'État est quand même garant du fait que les élections se passent très bien. Là, des personnes abstentionnistes qui cherchaient à pouvoir aller voter n'ont pas pu trouver. Le site était complètement en panne. Pour ce qui est de la Convention citoyenne, pour ce qui est des responsable, c'est un peu raccourci quand même. Non, c'est l'État. C'est l'État, le président sortant, et encore à ce titre garant de cette institution, et que du fait que ça marche bien. Et quand même, à ce titre-là, avec des abstentions records, de supprimer la possibilité aux jeunes ou aux primo-votants d'y aller, c'est compliqué. Et pour ce qui est de la démocratie... Ce n'est peut-être pas la seule raison de l'abstention, par contre, Monsieur Aucan. Poursuivre, Ce n'est non, peut-être c'est pas pas l'abstention. On ressort aussi quand même de 2 ans de tunnel assez compliqués. Je pense qu'il y a une difficulté aussi à retourner un petit peu aux affaires. On reprofite du printemps, on reprofite aussi de sortie d'un contexte sanitaire difficile, mais ce n'était pas vraiment la raison. Il y a aussi la difficulté que le débat démocratique n'a pas du tout fonctionné. La participation, pour nous, en tout cas comme écologistes, 3% du temps de parole dédié au climat, alors que nous en faisons un axe central d'action de notre programme, c'est quand même compliqué, ça confisque le débat. On ne peut pas tout parler. Donc on n'a pas parlé de tout, pardon, dans cette Qu'est-ce qu'il a manqué, selon vous, ce débat, justement? Il a manqué le fait de pouvoir déposer son bilan aussi en fin de mandat. Il me semble que c'est important pour toutes les Françaises et les Français de se faire une idée sur qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait. Beaucoup de gens et peu de gens s'intéressent malheureusement à la politique. C'est de plus en plus le cas. Moi, c'était le cas avant qu'on vienne me chercher à la Convention citoyenne, d'éteindre la radio, d'éteindre la télé, puisque en fait, on a pour l'instant des représentants politiques qui n'assurent absolument pas leur fonction de manière proche des citoyens, de manière à faire les choses avec eux. L'abstention, elle s'explique aussi qu'on a besoin aussi de changer de représentants politiques. D'accord, merci. Madame Opelt, sur les propos qu'il a tenus par rapport au bilan de Emmanuel Macron, est-ce que vous êtes d'accord avec tous ces propos? Alors le bilan, on est allé l'expliquer à la population. C'est surtout cette action que même moi, en tant qu'élu, j'ai pu faire, mais depuis des mois. C'est pas nouveau. C'est le bilan. Il ne s'explique pas forcément sur les plateaux télé uniquement.
c'est pareil, la presse en général n'est pas tant lue que ça. C'est à peu près 10% de la population qui lit la presse. Donc finalement, le bilan, il se fait sur le terrain, sur les marchés, auprès des gens, en porte-à-porte même actuellement. Et c'est ce bilan qui a été effectivement expliqué au maximum et durant tout le mandat. Parce qu'un bilan, c'est pas juste en fin de mandat. Ça démarre à partir du moment où on met en place des choses. La taxe d'habitation qui a été réduite, par exemple, le dédoublement des classes scolaires, ça s'est vu au début du mandat. On en a parlé très vite et on en a effectivement parlé assez régulièrement. Donc c'est pas juste les 15 derniers jours qu'on présente un bilan, ça démarre vraiment à partir du moment où on agit, donc c'était à partir du début du mandat, évidemment. Mais il y a quand même cette reproche du président, comme quoi il est quand même trop distant. Donc de ce côté, peut-être de se dire... Alors trop distant, excusez-moi, mais alors pendant le grand débat, il est allé juste... Là, il a quand même eu le surnom Jupiter. Auprès des populations, auprès des élus, pour justement échanger avec la population. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs ces derniers temps en tant que candidat. Donc j'ai du mal à entendre... Mais il a quand même eu le surnom Jupiter. Bon, ça, c'est quand même pas rien pour un président, quand même. Oui, non, il l'a pas choisi, bien sûr. Mais quand même. Un surnom c'est pas anodin, je veux dire. Qui a été donné, comme beaucoup de présidents de la République peuvent subir ce genre de surnom. Mais en réalité, il a bien été sur le terrain. Et c'est le premier à avoir proposé ce grand débat. C'est le premier à avoir proposé la Convention citoyenne sur le climat, même si apparemment vous n'en avez pas une bonne expérience et c'est bien dommage. Comme beaucoup, 3,3 sur l'action du gouvernement, 3,3 sur 10 à la sortie de la Convention citoyenne. En projet de loi sur le projet de loi climat résilience, c'est 146 mesures qui ont été reprises sur les projets de loi de finances. C'est 15%. Veuillez terminer, Madame Opelt. Sur l'Europe, c'est quand même 40 milliards injectés par l'Europe et 30 milliards pour l'écologie. Donc il y a vraiment des choses qui ont été faites. Projet de loi de finances, je le répète, et ainsi de suite. Ce sont des mesures du quotidien qui ont été mises en place pour les collectivités. Et dans le programme d'Emmanuel Macron, ça va être 700 000 logements qui vont être rénovés tous les ans. Et ainsi de suite. Donc c'est pas rien du tout. On a voté aussi l'arrêt des véhicules thermiques en 2030. Donc ça aussi c'est pas rien. Ce sont des choses très concrètes qui ont été demandées. Donc la Convention citoyenne pour le climat, elle a bien servi et c'est bien une connexion avec la population. Et il faut que ça continue. C'est sa méthode. Il veut continuer ainsi. C'est ainsi qu'il le présente d'ailleurs en tant que candidat. Il veut continuer des conventions citoyennes régulièrement sur tous les sujets. Je pense d'ailleurs à la fin de vie qui en est un exemple, où il ira consulter effectivement la population. Madame Melcourt, vous semblez vouloir réagir à cela. Oui, j'aimerais quand même rappeler, effectivement, je trouve que un des gros absents, des gros sujets absents de cette campagne présidentielle, ça a quand même été les problématiques écologiques. On a un rapport du GIEC qui est sorti cette semaine qui dit qu'on a seulement 3 ans pour enrayer les dérèglements climatiques. Et là, en fait, on a aussi un bilan d'Emmanuel Macron, un président qui a été jugé 2 fois pour inaction climatique par nos tribunaux, par les tribunaux français. Donc ça veut bien dire, excusez-moi, mais je vous ai laissé parler. Donc ça veut bien dire qu'en fait, on est complètement à côté des enjeux majeurs auxquels on est confronté et auxquels on sera confronté. Et en plus, on a un président qui a mené une politique non seulement antisociale, et on l'a vu avec les Gilets jaunes et plein d'autres choses, non seulement antisociale, mais surtout anti-écologique. Tous les militants écologistes le disent, le rapport du GIEC vient l'appuyer. Le mandat qui s'ouvre, ça sera le dernier mandat pour le climat. Et le dernier mandat pour le climat, avec quelqu'un qui a été inactif pendant ces 5 dernières années, eh bien, j'espère qu'on va échapper. Est-ce que l'actualité, justement, n'a pas trop posé ? On voit la guerre en Ukraine. Au final, est-ce que ça n'a pas justement complètement éclipsé ? Il faudrait pas l'oublier non plus. Mais je pense que la guerre en Ukraine, elle pose quand même de véritables débats. Elle repose la question de la souveraineté ou de l'autonomie énergétique. Elle repose la question de l'autonomie alimentaire. C'est pas comme si, oh zut, il se passe quelque chose et donc ça va empêcher la présidentielle. Non, il y a une agression de la Russie et de Poutine en Ukraine et ça bouleverse le jeu géopolitique et ça pose énormément de questions sur la politique qu'on doit mener et donc une politique aussi écologique parce qu'on doit développer l'autonomie alimentaire, énergétique et l'autonomie tout court. Oui, toutes les crises sont imbriquées en fait. Quand on est au pouvoir, excusez-moi, mais il faut savoir tout gérer de front, à la fois des crises sur le temps court, des crises sur le temps long. Sur la question de l'Ukraine, il est nécessaire, nous écologistes on l'a soutenu, de faire un embargo sur les énergies pétrolières russes et gazières. C'est quand même 17%, ça contribue à 17%, on va dire,
de l'utilisation de ces ressources-là. Mais en vrai, en prenant ce que nous prenons depuis des années, des décennies en tant qu'écologistes, c'est la sobriété. On a la possibilité, en rénovant correctement les logements, hein, vous avez dit 700 000 rénovations par an, pour faire des vraies rénovations thermiques globales, hein, c'est celle-là qui aide vraiment le climat. Vous en avez fait 2500 sur l'année passée. Donc vous voulez en faire 700 000, vous le balancez comme ça. Et la Convention citoyenne, madame, la Convention On vous citoyenne laissera la parole juste après. la Convention citoyenne a dit que c'est une obligation de rénovation globale thermique, donc tout. Et de saupoudrer comme ça des aides à droite à gauche et de faire croire que vous allez rénover 700 000 logements comme ça, non, ça ne fonctionne pas. C'est pas ce que les scientifiques disent. Margot Medcourt a tout à fait raison. Pendant cette campagne, il y a eu quand même 2 volets du rapport du GIEC qui sont sortis. Pas un temps d'antenne, 3% du temps d'antenne. En fait, c'est insupportable. C'est un combat, de notre espèce. On a besoin de le faire. De mener de front toutes ces batailles. Emmanuel Macron montre qu'il ne le fait pas. Madame Opelt, vous avez le droit à la réponse. Les journalistes ne vous ont pas laissé parler sur le climat. Vous n'en avez pas parlé vous-même. Mais on en a parlé, évidemment. Vous n'en avez pas parlé vous-même. D'ailleurs, tout ce que nous avons... vous allez laisser faire, finir. pour le climat, Candidate et tout ce que nous avons déjà fait. Je défends un candidat, donc ça me paraît Tout ce que dit le président sortant, normalement... D'ailleurs, la crise en Ukraine, effectivement, s'est intégrée à ce débat. Et je le regrette, effectivement. Et ça a posé la question des énergies. Mais je voudrais quand même rappeler que les 2 candidats que vous soutenez, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, sont des pro-Poutine. Ils le disent clairement. Ils l'ont dit, c'est écrit d'ailleurs dans le programme de Marine Le Pen. Hein, c'est écrit. La collaboration prévue avec vous avez Poutine. raison pour Marine Et Le Pen, pareil, mais alors par j'avais à contre, l'Assemblée Avec la nationale. Poutine, Mais Poutine. je vous invite Monsieur Boucher, vous avez la parole je juste vous invite après. à bien lire. alors. Votre Laissez-vous députée parler. européenne des Insoumis Vos a quand propos sont même d'une soutenu insigne sottise, Poutine, madame. devant le Parlement Il ne s'agit pas de européen. Poutine, Attendez, mais de monsieur la Boucher. Russie. Monsieur C'est Boucher. sa longue Donc, continuité donc, historique. on a Qu'est-ce ici que vous 2 racontez? candidats C'est de- présentés Dire des qui, contre-vérités qui pareilles, c'est défendent grave, hein, c'est effectivement, pas digne d'une députée. Poutine et toute cette stratégie, effectivement, des extrêmes. C'est malheureusement Mais- le constat. Monsieur Boucher, vous Vous vouliez êtes réagir les là-dessus. extrêmes, madame. Vous êtes l'extrême centre au pouvoir dans ce pays depuis 10 ans. Quant à Poutine, il ne s'agit pas de Poutine. Vous savez bien que les États Dans n'ont votre pas d'amis. programme. C'est dans votre programme. Il y a marqué Monsieur Poutine dans notre Oui, programme. Oui, bien sûr. Alors, concernant votre position sur la Russie en général, monsieur Boucher, C'est Poutine. est-ce que vous assumez justement cette Nous sommes- position? Nous ne parlons pas de Poutine dans notre programme, pas plus que nous ne Ah ben, parlons. relisez-le d'aucun bien, autre on me l'a montré encore chef d'État. récemment, c'est bien écrit. Sur notre effectivement, profession de foi, collaboration Il est écrit avec, Poutine. la Russie. Sur votre programme, c'est Je ne crois écrit. même pas qu'il y ait le mot Russie sur notre profession Et de bien foi. sûr que si, même en photo d'ailleurs avec Monsieur Poutine. donc. Et parce que nous rencontrons Poutine, comme nous rencontrons d'autres chefs d'État étrangers, vous avez vous-même accueilli Poutine, enfin vous-même, pas vous naturellement, Madame Opelt, mais Monsieur Macron, au château de Versailles, un mois après son élection. Mais on ne revendique pas effectivement de travailler dans le futur avec Poutine, contrairement à vous. Mais nous travaillons avec l'État russe dans sa longue continuité historique, Madame Opelt. Il ne s'agit pas particulièrement de Poutine ou de Monsieur Medvedev ou je ne sais qui. Nous sommes historiquement alliés de la Russie pour des raisons géostratégiques qui sans doute vous échappent. Mais nous sommes alliés historiquement de la Russie, comme nous travaillons par ailleurs avec les États-Unis, parce que nous aspirons à un monde multipolaire qui effectivement peut-être n'est pas votre monde, parce que vous êtes toujours dans ce logiciel occidentaliste, à ne pas considérer le monde pour ce qu'il est, et à encore se sentir, peut-être vous sentez-vous, Madame Opelt, encore en pleine guerre froide. Mais le monde a évolué Défendons l'Europe, nous sommes les seuls significativement. à en parler, d'ailleurs. Mais la Russie est en partie européenne, c'est une grande puissance eurasiatique, c'est une des grandes puissances de demain avec notamment la Chine et l'Inde, au même titre que nous dialoguons avec la Chine et l'Inde, nous dialoguons avec la Russie, sans nous préoccuper des dirigeants, sans même nous préoccuper de la forme du régime. Nous dialoguons avec l'ensemble des grands acteurs de ce monde. Nous ne sommes pas, comme vous, à appliquer une stratégie manichéenne qui consiste à considérer certains comme des méchants et certains comme des gentils. Alors, Parce que pourtant, cette approche... l'agression est claire de la Russie, pourtant. Il y a pour le clairement, coup. effectivement, une agression d'un État souverain qui est l'Ukraine. Ça, c'est certain. Mais cela ne nous empêche pas, encore une fois, de ne pas insulter l'avenir et d'ailleurs de dialoguer avec l'Ukraine comme nous dialoguons. Pensez qu'il ne faut pas couper le contact. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Nous dialoguons avec M. Zelensky à l'heure actuelle comme nous dialoguons avec M. Poutine. C'est aussi simple que cela. Madame Medcourt, vous vouliez réagir il y a quelques minutes sur ces propos. Mais si l'on vous écoute, Madame Opelt,
il est malheureux sans doute que l'Union soviétique ait écrasé le nazisme, c'est-à-dire la Russie stalinienne ait écrasé le nazisme il y a 80 ans, puisqu'il ne fallait pas dialoguer avec M. Staline. Dans ce cas-là. On n'est pas dans la même situation, monsieur Boucher. C'est pourtant la Russie. Oui, mais c'était quand même l'Union soviétique, on n'était pas sur le même État. On était sur un Pour État autant. totalitaire, mais la Russie, encore une fois, dans sa longue continuité historique, quels que soient ses régimes, quels que soient ses chefs d'État, est historiquement un allié de la France. Historiquement. Très bien, on va passer à l'abstention. si Non, vous voulez Madame bien. Medcourt Peut-être voulait Madame juste dire Medcourt deux mots d'abord, une petite réaction. rapidement avant de il y a- passer à l'abstention. Il y a peu de doute sur les proximités idéologiques entre une Marine Le Pen et un... Alors, Jean-Luc Mélenchon l'a Ça été ne fait aussi. pas par ailleurs de Non, nous des il y a pro-russes. pas de- Auparavant, il a quand même eu des aucune- propos. Non, attendez. Pas un soutien Attendez. directement, je ne dis pas un Il n'y a soutien directement, Madame aucune Medcourt, mais il a eu proximité quand même eu- idéologique Ah, pas entre idéologique. Mélenchon Mais il a eu et- quand même des et propos Poutine. en faveur Mélenchon de Vladimir Poutine est un en parallèle. soutien historique de l'opposition démocrate et de gauche à Poutine, Alors, historiquement. il ne l'a pas toujours été directement. Si, il l'a toujours été. Là, oui, il l'a été, Mélenchon, effectivement, il a mais pas tout de toujours été suite. sur une position non alignée. Il n'a jamais été un pro-Poutine. C'est une absurdité de dire ça. C'est une sorte de confusionnisme politique total, puisque Jean-Luc Mélenchon est un allié des opposants de Poutine. C'est évident. Et comment est-ce qu'il pourrait se retrouver avec le programme qu'il porte et la vision du monde qu'il porte? Comment est-ce qu'il pourrait se retrouver des accointances idéologiques avec Poutine? C'est un non-sens politique. Et par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, depuis le premier jour, à partir du 24 février, a toujours dit très nettement que c'était bien une agression de Vladimir Poutine envers l'Ukraine. Il n'y a absolument aucune il n'a pas toujours ambiguïté été. là-dessus. On sait que Parce que certains aiment beaucoup faire comme si de tout confondre. mais le régime de parce que Poutine ça est là a été- depuis longtemps. Il n'a pas toujours été directement opposé à Vladimir Poutine. Quand l'opposant Boris Il y a Nemtsov effectivement a la- été il y assassiné, il effectivement a la été Russie- sympathique. Il y a effectivement la Russie et Vladimir Poutine. C'est deux choses différentes. La position stratégique d'un Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire nous sommes non alignés. Non alignés, ça ne veut pas dire qu'on est neutre politiquement, mais ça veut dire qu'on ne veut pas juste avoir une politique atlantiste et être dans le sillage des États-Unis, mais avoir une voix propre, avoir notre propre voix et du coup pouvoir condamner aussi Vladimir Poutine quand il envahit l'Ukraine. Merci Madame Medcourt. On va directement passer à l'abstention avant que quelques personnes s'en aillent, parce que ils ont d'autres choses à faire. Madame Opelt, concernant l'abstention, on semble se rapprocher de celle de 2002, qui était à près de 27%. Comment l'expliquez-vous? Oui, effectivement, on se rapproche a priori de 2002. Je crois qu'on était 27%, un peu plus. un peu plus. moins déjà. Un peu plus de 27% déjà, oui. 2017, Oui. même. En 2017, on était à 19% environ. Ouais, Déjà environ d'abstention. 20%. Oui, 20%. Les prévisions étaient autour de 30%. Et là, on arrive à 26%, je crois, au dernier. À peu près, nouvelle. ouais. Ce qui est déjà moins catastrophique que ce que prévoyait. C'est déjà assez grave quand même. C'est une amélioration. Ce qui est rassurant déjà, c'est que c'est déjà meilleur que pour les régionales, départementales et même municipales. Donc il y a quand même un réveil, mais c'est évidemment, ça ne va pas assez loin et ça pose question, effectivement. pour la suite. Après, vous ne pouvez pas non plus comparer les élections départementales et régionales avec les présidentielles, qui ont quand même... On parle du chef de l'État, comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais les régions et les départements ont une importance. Bien sûr. Vraiment, enfin, ça, je ne peux pas laisser dire ça parce que Petite les différence régions d'échelle. et les départements, les régions s'occupent des sujets de mobilité, par exemple, départements, tout l'aspect social. Donc l'État ne fait jamais rien seul. D'ailleurs, à chaque fois que l'État soutient un projet, souvent vous trouvez une collectivité, région, département qui est là. Donc pour moi, c'est aussi important de se déplacer pour un président. Oui, l'importance est là, mais on est quand même dans une échelle différente. On parle quand même du président de la République pour 5 ans, même si départemental et régional c'est pareil, mais ça regroupe vraiment toute la France, alors que les élections régionales et départementales, ça représente une plus petite part de la population. Non, c'est toute la population qui se déplace. Historiquement, on a quand même plus voté que pour les présidentielles que pour les... C'est vrai qu'il y a une dégradation de la démocratie. Le Covid a fait beaucoup de mal et Bah la oui, il a situation bon dos, le Covid. actuelle de l'Ukraine continue aussi à poser question. Donc, mais je sens quand même que la jeunesse s'est bougée malgré tout. Moi, j'ai fait le tour des bureaux de vote et c'est globalement ce que l'on me rapportait, que les jeunes se sont bougés. Et ça, c'est plutôt rassurant. Notamment avec les réseaux sociaux où il y avait beaucoup de partis des jeunes avec Macron, avec chaque jeune. Et je pense que ça a pu aider les jeunes à se sentir mieux dans la politique, parce que des fois, il y a un petit décalage avec juste les candidats de la République et les jeunes qui ne se sentent pas toujours
proches d'eux, entre guillemets. Ouais, c'est ça, exactement. Après, on concerné. a une jeunesse qui se bouge, hein, clairement. Nous, on a beaucoup de jeunes. Il y en a ici avec moi aujourd'hui qui m'accompagnent, qui se bougent, qui sont présents sur le terrain et qui ont envie quand même de donner du temps, de l'engagement. Mais on voit que l'engagement a été abîmé ces derniers temps. On retrouve le même phénomène d'ailleurs dans les associations. Hein. Ils ont beaucoup de mal à recruter des bénévoles. Mais bon, j'attends de voir ce que ça va donner en fin de journée sur l'abstention. Mais c'est pas aussi catastrophique que ce que nous avions imaginé à l'origine. Monsieur Aucan, justement, l'abstention, est-ce qu'elle vous inquiète? Elle est forcément très très inquiétante. Enfin, il y a un vrai paradoxe pour nous écologistes. Hein. Il y a une urgence d'agir. Il y a une urgence aussi d'adhésion. Hein. Je l'ai vu à la Convention citoyenne. Le fait aussi de comprendre les causes du réchauffement climatique vous permet aussi de soulever des montagnes. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. Hein. Quand vous posez des questions, vous savez ce qu'est le réchauffement climatique. Tout le monde lève la main. Quand vous posez la question, vous savez d'où ça vient. Personne ne le sait. Et il y a aussi le fait. Enfin, je pense. Moi, je suis conseiller régional. On le voit. On l'a vu en tractage. Hein. Il y a une hystérisation autour du vote présidentiel. Et le président, hyper-président de ce mandat, l'a montré aussi. Hein. Il y a la question que voilà, les gens se réveillent pour les présidentielles, mais aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, la fonction, elle est abîmée. Donc, comment vous voulez aller voter quand vous avez des représentants politiques qui confisquent le débat, qui confisquent la démocratie? Moi, j'ai vu, moi, il a vraiment fallu, je suis l'un des rares 150 à avoir continué à vouloir défendre nos mesures intactes. Puisqu'après, vous baissez les bras, vous pouvez que baisser les bras quand vous entendez des citoyens qui sont venus chercher et puis après pour s'asseoir sur leurs travaux. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je suis vraiment désolé, mais tant que vous ne m'aurez pas prouvé que vous avez mis vos mesures là, on les a calculées avec des experts, qu'elles contribuent à nous mettre sur le chemin des accords de Paris, je ne croirais pas. Je suis désolé, les mesures que vous avez rabaissé les mesures des citoyens, vous n'atteindrez pas les 40%. Sachant que l'Union européenne nous adjoint à faire 55%, le mandat qui va arriver va être nécessaire. Vous l'avez rappelé Margot Metcourt tout à l'heure. Tous les présidents le président qui sortira de cette élection va devoir agir pour le climat. Et ce que vous avez montré les dernières 5 années, excusez-moi, ça montre les petits gestes. On va éteindre les lumières, on va vider sa corbeille email, etc. C'est les mots de Barbara Pompili. Hein, de votre de 12% depuis le début, depuis 2017. Il faut arriver à 40 avant la fin de cette décennie. Justement parce qu'on a agi, au moins 40. On voit et là, Et heureusement qu'on a commencé à agir, parce que s'il avait fallu attendre les 2 derniers mandats, en effet, avant, et nous sommes les premiers à avoir agi. Je suis content qu'on parle climat, pour le coup. Oui, mais ça ne me pose aucun problème, c'est important. Et d'ailleurs, le climat, les sujets d'écologie n'appartiennent pas qu'à ELV, et je pense que c'est important. Alors pourquoi vous n'étiez pas à la marche climat hier, par exemple ? Mais parce que moi, je préfère aller agir sur le terrain. J'étais sur. C'est pas agir sur le terrain que d'être dans les marches climat. Parce que c'est une question que je me suis posée la question. Moi, j'ai rencontré Margot Metcourt, les ELV, les Insoumis. Bon, j'ai pas vu des gens de parce que vous croyez que c'est la marche. Ah non, mais c'est la marche pour tout le monde. Le climat touche tout le monde, tout homme, toute femme. Et vous n'étiez pas. Attendez. Monsieur Aucan, laissez-la terminer. Au cas par cas. Mais convaincre les gens, il faut Normalement, montrer vous qu'on ne pouviez plus faire campagne hier, je vous rappelle. Monsieur Bouchet, vous vouliez vous exprimer. Oui, très brièvement sur l'abstention et la surabstention que nous connaissons depuis plusieurs élections. Si nous avons cette abstention prévisionnelle, là, je crois comprendre, de 27%. Environ, oui. Environ, oui. À peu près un niveau équivalent à celui de la présidentielle de 2002. Je ne crois pas qu'on peut se satisfaire que ce soit moins pire que prévu ou des raisonnements de ce genre. Nous avons un immense problème d'abstention qui est lié au fait que rien n'est fait véritablement pour intéresser les citoyens à la vie démocratique. Rien n'a été fait, notamment, et désolé d'y revenir, concernant les débats télévisés, puisque, encore une fois, le président candidat s'est dérobé au débat, ce qui ne donne pas envie aux Français, naturellement, de s'intéresser à l'élection. Et puis, il y a ce scandale que nous connaissons depuis maintenant plusieurs élections, qui est celui de la distribution des professions de foi des bulletins de vote aux 50 millions d'électeurs, qui a été assuré par une société privée aux élections départementales et régionales. Et on n'a pas vu le problème véritablement s'améliorer avec l'élection présidentielle. Je crois que 30 ou 35% des Français n'ont jamais rien reçu dans leur boîte aux lettres. Moi-même, si je ne savais pas qu'il y avait une élection présidentielle, si je ne m'informais pour mon vote qu'à partir de la profession de foi que je serais censé recevoir dans ma boîte aux lettres, eh bien finalement je ne serais pas allé voter aujourd'hui parce que je n'ai rien reçu. Et j'ai des dizaines de témoignages et chacun dans son entourage a des témoignages de personnes qui soit n'ont rien reçu, soit ont reçu des enveloppes incomplètes, soit ont reçu des bulletins en doublon, soit ont reçu des professions de foi sans bulletin de vote, soit, toutes sortes de
péripéties qui sont largement dues au fait que M. Macron et son entourage se désintéressent parfaitement de cette élection. M. Macron veut simplement être réélu par reconduction tacite. M. Macron se contrefout Après, de l'abstention Valérie massive. Opelt a dû s'en aller, donc Mais on qu'elle va... s'en aille, Madame Opelt, et que son président, entre C'est à l'image du guillemets, quinquennat. s'en aille au soir du 24 avril. Parce que les Français, on en ras-le-bol de ce je m'en foutisme qui, c'est autant sur la question des professions de foi, qui peut paraître prosaïque, même si ça ne l'est pas, parce que ça traduit un rapport à la démocratie. Les Français en ont marre Mais de quel est le véritable problème en soi? Eh bien, c'est Qu'est-ce la qui fait qu'on a de conception- plus en plus d'abstention? Parce que c'est Ça, pas c'est unique. aussi le régional, hein. Mais c'est pas Ça uniquement rappelle les lié au chef de régionales, l'État. comme dit Monsieur Aucan. C'est le fait que les Français chose de n'ont répéter, aucune monsieur. raison objective de s'intéresser à la politique, puisque la politique, en l'absence de débat d'ailleurs, en l'absence d'échanges d'idées contradictoires, les Français ont le sentiment que la politique ne peut rien pour eux, que c'est essentiellement l'économique qui peut pour eux, et même plus encore le financier, l'économie financière qui essentiellement a le pouvoir sur les choses. Ils perçoivent bien que M. Macron n'a aucun pouvoir, d'autant plus que M. Macron est un ancien banquier. On va juste... Madame Madcourt, sur ses propos. Oui, non, mais sur le niveau de l'abstention, bon, d'abord, j'aimerais quand même dire qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont fait des campagnes de terrain. Déjà, qu'est-ce que ça dit sur l'état de notre démocratie? bah- Selon vous, un taux qui grandit Ben non, mais c'est quand même assez Présidentielle grave. après Il y a deux présidentielle. élections qui sont particulièrement populaires dans notre pays. Ce sont les municipales et les présidentielles. Les présidentielles étant la première élection à laquelle il y a le plus de participation. Et là, donc, on voit un taux d'abstention assez important. Et je trouve ça grave de juste se satisfaire. Oh, c'est un peu moins pire que ce que c'était prévu. C'est grave, mais en même temps, c'est assez symptomatique de ce qui a pu se passer ces 5 dernières années. Dire, celles et ceux qui ont vraiment fait une campagne de terrain, et malheureusement, je pense que la députée Opelt n'en fait pas forcément partie, celles et ceux qui ont vraiment fait une campagne de terrain et sont allés au contact des gens, comme j'ai pu le faire et comme mes camarades de l'Union populaire l'ont fait, ce qu'on voit, ce sont des gens qui se sont sentis méprisés, infantilisés pendant 5 ans et qui sont particulièrement en colère. Particulièrement en colère, et donc qui vont soit sanctionner Emmanuel Macron dans les urnes, soit qui rejettent complètement le système électoral actuel, puisqu'ils disent ça ne sert à rien et c'est toujours la même chose. Donc les gens sont particulièrement en colère, et ils sont aussi en colère contre l'espèce de confusion politique qu'a menée Emmanuel Macron, en faisant croire qu'il n'y aurait plus de dominés et de dominants, qu'il n'y aurait plus ni gauche ni droite, que tout se vaudrait et qu'on serait tous dans un camp, tous ensemble, alors qu'en réalité, il a mené une politique qui n'a fait qu'enrichir les ultra-riches et appauvrir les personnes les plus pauvres de ce pays. pas exactement pour l'abstention. Comment ça, pas exactement pour l'abstention? Bah, c'est ça qui Quel mène est à l'impact l'abstention. exact? C'est le fait que les gens soient en colère, se sentent infantilisés et méprisés, et donc rejettent le système électoral. Mais justement, Donc, est-ce on ne peut pas- qu'il les ne personnes pourrait pas qui voter sont au justement pour pouvoir quelqu'un pour changer depuis ça 5 ans, en soi? les personnes qui sont au pouvoir. Mais oui, mais quand on a quelqu'un comme Emmanuel Macron qui a un écart aussi important entre les discours et les actes, eh bien les gens sont dégoûtés de la politique. Les gens sont dégoûtés de la politique. Et donc moi, je comprends cette colère-là. J'ai fait un choix, non pas de m'abstenir ou de me désengager, mais plutôt de sanctionner Emmanuel Macron et de porter un candidat avec un vrai programme, avec un vrai rassemblement, une vraie union populaire derrière lui, et de le porter au second tour. Et j'espère qu'on va pouvoir le faire pour mener un vrai débat. Mais moi, je comprends le dégoût de la politique, et je pense que Emmanuel Macron et tout son gouvernement devraient tirer les leçons de ce scrutin. Merci en tout cas, Madame Medcourt. Justement, Nicolas, ce sujet. Sur ce sujet, c'est vrai que c'est effectivement assez inquiétant. Je pense que l'avis est assez unanime sur cette question. Avec effectivement un scénario de 2002 qui semble se reproduire. La grande question, c'est aussi cette abstention est dans certaines classes sociales assez régulières, et notamment des classes qui touchent Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et on va justement en parler d'ailleurs avec... On invite Andy Carbrat, qui est porte-parole départementale du parti La France Insoumise. Alors très rapidement, justement, sur cette abstention, il y a quand même énormément de moins de 30 ans qui votent pour Jean-Luc Mélenchon. C'est une part assez significative, mais c'est aussi une part qui est très abstentionniste. Donc est-ce que ça ne vous inquiète pas
que beaucoup d'entre eux, justement, se disent je ne vais pas voter aujourd'hui. C'est le risque clair et net. On l'a vu en 2017, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon était particulièrement jeune, particulièrement fort chez les jeunes, à peu près un tiers de l'électorat, à peu près. Dans les trentaines, oui. Dans les 30%, oui. Tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait que rien n'était fait pour intéresser les jeunes à la politique, sauf Jean-Luc Mélenchon. Nous avons mené une campagne sur tous les fronts, que ce soit dans les quartiers populaires avec le porte-à-porte, comme ça a été dit tout à l'heure, mais aussi sur les réseaux sociaux qui sont occupés par les jeunes. Nous avons fait toute une campagne, comme vous le savez, sur Twitch, qui est la plateforme préférée des moins de 20 ans. Est-ce que vous pensez que ça aura un réel impact sur leur vote ? Il faut aller chercher les gens où ils se trouvent. C'est la seule méthode. Il faut aller chercher les gens en CTU, il faut aller chercher les gens sur les plateformes qu'ils utilisent pour les réengager en politique. C'est tout le combat qu'on essaye de mener, nous, à l'Union populaire. Maintenant, nous allons voir ce qu'il se passe ce soir, et moi j'espère vraiment qu'il y ait une forte mobilisation des jeunes. Aujourd'hui, on a vu énormément de jeunes dans les queues pour aller voter. J'espère que ça se traduira parce que ce sont eux qui ont la clé du changement. Très bien, merci Nicolas. À la régie, on m'a toujours pas dit si on avait un envoyé spécial, le Victor Pérez. Est-ce qu'il est présent, Victor ? Alors, le voici. Vas-y, Nicolas. Notre envoyé spécial, donc Victor Pérez, qui est devant un bureau de vote, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il peut nous entendre maintenant. En tout cas, en attendant, est-ce que, concernant cette campagne avec Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu que des accros ? On en parlait justement avec Margot Moudbeck, qui justement nous disait qu'il n'y avait eu aucun réel accro. Concernant la guerre en Ukraine, ça n'a pas eu d'impact. Je me dois quand même de revenir là-dessus. Il n'a pas toujours été entièrement contre Vladimir Poutine auparavant. Il a toujours été entièrement contre Vladimir Poutine. Nous avons toujours soutenu en Russie des opposants. Alors même bien avant, je ne parle pas que au niveau de la guerre, Non, mais parce que ça parle fait quand même 20 ans qu'il est là. À peu près 20 ans, nous soutenions et nous soutenons nos camarades russes qui ont été en prison. On peut penser à Monsieur Odalstov, qui était en prison pour activisme politique au sein du Front de gauche russe et qui a été en prison. Et quand nous sommes allés en Russie, quand Jean-Luc Mélenchon est allé en Russie, il n'a pas rencontré d'officiel de Monsieur Poutine, il est allé voir Monsieur Udaltsov en prison. Monsieur Udaltsov a trahi avec le Front de gauche russe en soutenant la guerre patriotique, nationaliste de Poutine. Nous avons pris acte du fait qu'il avait rompu avec notre ligne pacifiste et nous avons soutenu la seule personne du Front de gauche russe qui a s'est désolidarisé, M. Alexis Sakhnine. Quand on choisit de soutenir des opposants à un régime, on ne peut pas dire qu'on est partisan de ce régime. Je crois que M. Boucher, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec ça. Je crois justement avec cette réaction. Si, je suis assez d'accord avec mon contradicteur, parce que je crois que c'est factuel. En ce qui concerne les alliances politiques de M. Mélenchon, que j'observe que je regarde en tant qu'observateur extérieur. Je riais un peu, parce que finalement, quand les alliances politiques de M. Mélenchon ne conviennent plus parce qu'elles soutiennent ou elles ne soutiennent pas, là en l'occurrence, elles soutiennent la participation de la Russie à ce conflit, que moi je ne soutiens pas personnellement, mon contradicteur indique que finalement ce n'est plus l'allié de M. Mélenchon et que M. Mélenchon doit changer d'allié. Voilà, je ne faisais que les gens qui trahissent, remarquer ça. Les gens qui font une rupture claire avec leur engagement passé pacifiste ne sont plus des alliés de la France. Qui consent à la rupture avec le capitalisme, celui-là. Votre position, Marine Le Pen, en tant que chef d'État, quand elle allait voir Poutine et vos anciens financements, on peut en reparler si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas M. Poutine qui nous finance. Monsieur. Non, c'était une banque russe proche d'un oligarque soutenant M. Poutine. D'ailleurs, sur les sanctions face aux oligarques, on en reparle. Et naturellement, vous êtes assez faible là-dessus, monsieur. Sanctionnerez-vous réellement les oligarques si monsieur Mélenchon... Laissez-vous terminer. J'aimerais voir cela. Et naturellement, ce prêt, qui est un prêt de quelques millions d'euros, nous le remboursons rubis sur l'ongle, monsieur. Il ne s'agit pas, ne croyez pas que c'est un financement occulte ou je ne sais quoi. Il y a quand même un rappel de la banque russe pour financer. Un rappel de la banque russe pour être remboursé ? Oui. Bah, c'est bien normal. Écoutez, une banque nous prête de l'argent, on le rembourse l'argent. Et encore une fois, ça n'est ni un prêt, enfin si c'est un prêt, mais ça n'est pas un don. Ça n'est pas un don occulte ou je ne sais quoi. Votre allié politique en Europe, M. Orban... Mais encore une fois, monsieur, alors vous n'étiez pas là au début de l'émission, mais j'ai rappelé cette phrase
qui est que les États n'ont pas d'amis, monsieur. Ils n'ont que des alliés, éventuellement des ennemis, mais ils n'ont pas d'amis, les États. Voilà. Donc, nous ne sommes pas amis avec en M. tant Orban. qu'allié, vous soutenez la politique de M. Orban de continuer son rapprochement Mais avec nous ne la Russie. regardons pas sa politique intérieure, monsieur. Non, là, je vous parle de sa politique Au même extérieure. titre que M. Orban n'a pas à regarder notre politique intérieure si demain Marine Le Pen est présidente de la République. Oui, mais ma question Mais c'est sur la politique nous ne extérieure. soutenons pas non plus tous ces choix de politique extérieure. Nous regardons pragmatiquement, au cas par cas, encore une fois, en considérant le monde pour ce qu'il est, c'est-à-dire sorti du paradigme occidental. Un monde multipolaire avec différents équilibres de puissance, dont la Russie fait partie, monsieur. Alors, monsieur Aucan, pour la position de Yannick Jadot, vous avez été quand même très fermement contre justement la Russie de Vladimir Poutine. Oui, on a été les premiers à appeler à aider, à soutenir la défense des Ukrainiens. Et ça, on ne le regrette pas. On est aussi pratiquement les seuls à demander vraiment l'embargo sur les énergies pétrolières et gazifères. On est aussi à demander, enfin vraiment des moyens de se défendre. Enfin, il me semble la position de Yannick Jadot, elle a été assez ferme sur tout ça, et c'était plutôt bienvenu. Ce qui était assez rare à droite à gauche, mais en même temps, je suis pas là pour commenter les autres. Allez-y. Non, pas du tout, parce que je pense que beaucoup de Françaises et de Français se reconnaissent là-dedans, dans le fait de ne pas aller taper sur les autres quand on a des positions qui se rapprochent, ou montrer sa singularité. Et Yannick l'a plutôt bien fait, avec quelques réserves peut-être sur le fait de vouloir se comparer à d'autres. Pourtant, malgré cette position qui était quand même assez très partagée en France, justement, c'est de s'opposer à Vladimir Poutine, ouais. La Mais en fait, campagne n'a pas vraiment décollé. Ouais, la campagne, la pour campagne parler de n'a sa pas décollé, campagne. et puis aussi, Yannick Jadot a appelé vraiment à Total, à Auchan de sortir, d'arrêter d'investir. On ne peut pas, à un moment donné, continuer à soutenir. Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas été assez audible, justement, dans ses positions contre la Russie ? C'était compliqué. Ça a pu jouer dans sa campagne. Effectivement, c'était compliqué de pouvoir, en tant qu'écologiste, parler dans cette campagne, du fait du peu de temps consacré à nos combats d'écologistes, mais aussi le fait que le président, en fait, il faut aussi comprendre, et ce que Valérie Opelt n'a pas compris tout à l'heure, c'est que le président sortant a une parole qui est très scrutée par les journalistes, et les gens vont aller directement. Le président Macron n'a pas parlé de climat pendant cette campagne, n'a pas parlé d'écologie pendant cette campagne. Alors comment ce débat-là peut exister sans en avoir parlé ? Et c'est à ce sens-là où, tout à l'heure, quand j'expliquais qu'il fallait mener toutes les crises et faire face de front sur les crises autant long et autant court, tout était lié. Tout était lié. Quand on demande à Total de sortir de la Russie, quand on est prêt, avec la sobriété, à réduire de 17% nos besoins en termes d'énergie venant de la Russie, et d'arrêter de donner de l'argent, de soutenir l'effort de guerre en payant le gaz et le pétrole qui vient de Russie. Et il me semble que Yannick Jadot était super clair à ce sujet. Parce que pourtant, sa campagne, il a démarré avec à peu près 8% dans les sondages. Là, aujourd'hui, il n'en est qu'à environ 5%. Alors, comment vous expliquez une telle baisse de régime dans sa campagne ? Il y a aussi, à mon sens, beaucoup de Français qui ne se retrouvent pas dans la politique du sondage. C'est-à-dire que là, il y a eu quand même... Vous pensez qu'il peut créer la surprise et avoir ces 8% ou plus C'est ce qu'il C'est avait, quelque chose que j'ai ce mis qu'il avait dans annoncé l'enveloppe. auprès d'Hugo Décrypte. On verra dans quelques minutes. Je ne sais pas où on en est dans 10 minutes. On verra. Dans 10 minutes, tarder, on ouais. aura... ouais. Sur les premières estimations, mais disons qu'il y a besoin de montrer aussi, et c'était le but du vote écologiste, c'était pas pour embêter tout le monde, de se dire non, les écologistes, on veut que ce soit ça. C'est un socle de Français qui ont décidé de mettre à l'agenda, au top de l'agenda, ces questions d'écologie et de climat. Et ce qui a été relativement dommage, c'est de ne pas avoir pu convaincre plus de Français, en tout cas si on se base sur les sondages, mais à vrai dire, j'ai besoin de voir ce qui se passe dans quelques minutes. Ouais. Je pense que les surprises peuvent être de la partie ce soir. Justement, sur les sondages, il y a une candidate, Marine Le Pen, qui est en train de monter de plus en plus. Gauthier Boucher, comment l'expliquez-vous ? Et moi c'est comme... de même, je ne m'intéresse pas réellement aux sondages, si vous voulez.
Le seul sondage qui m'intéresse, c'est le Aucun suffrage de vous universel. trois ne croit vraiment les sondages, en Suffrage du fait. peuple. Beaucoup de Français. Ce n'est pas qu'on ne croit pas aux sondages. C'est balancé. Certains sondages sont plus ou moins précis, mais on ne fait pas, on ne construit pas notre offre politique et notre programme présidentiel en fonction des sondages. De quoi vous pensez qu'ils sont quoi, qu'ils sont trompeurs, qu'ils peuvent influencer? C'est Dans la mesure où qu'est-ce les qui fait que vous sondages- leur faites moyennement 40% confiance en d'indécis. soi? Ouais. dans la mesure où les sondages déjà ne captent pas certains phénomènes comme l'abstention, sont plus ou moins précis avec les questions de marge d'erreur, la question du panel. Dans la mesure où les sondages ont pu par le passé créer des candidats ex nihilo, comme M. Macron, qui a tout de même été créé par une stratégie de presse et des sondages. Au final, les sondages participent d'une certaine manière, je ne dirais pas à fausser la sincérité du scrutin, mais on ne doit pas en être bien loin, à influencer en tout cas l'opinion. C'est un vrai pouvoir Bon. d'influence sur l'opinion publique, en tout cas, selon vous. J'en suis convaincu personnellement. À partir Et- du moment où on arrive dans un rolling permanent au jour le jour d'un suivi plus ou moins flou des indicateurs de sondage, évidemment, on est obligé de se poser la question où, quand tous les plateaux de télé ne commentent que ces sondages à longueur de journée, on se pose la question de l'influence. Et finalement, en débattant que des sondages, on ne débat pas des idées, par exemple. Moi, je ne regarde pas vraiment BFM TV et LCI et CNews, je n'ai pas de télé chez moi, mais je vois bien ces replays là, passés sur Internet, on ne débat jamais d'idées. On ne débat que des sondages, on ne débat que des petites phrases, on ne débat que des buzz, bons ou mauvais. On n'est jamais, encore une fois, dans une confrontation d'idées, alors qu'il y a des modèles idéologiques qui s'affrontent dans cette élection. Ensuite, votre candidat a macronisme- refusé Le macronisme, de débattre. Laissez- avec laissez-le un terminer, candidat. laissez-le terminer. On rappelle. le macronisme de la part Laissez-le terminer. de candidats anciens trotskistes, je trouve la leçon un peu pénible. À part Laissez- rapport à un on a- parti on a de fondé vrais- par Monsieur les Carbat, anciens monsieur et les Carbat, Carbat. laissez On a terminer, la monsieur CSS Boucher. et puis quoi encore. Pour le parti. Bon. Rappelez-vous l'histoire de votre parti, monsieur. Il faudrait dire beaucoup de choses, je pense, sur la participation de l'Union soviétique entre 1939 et 1933. Alors, concentrons-nous sur 41, cette campagne. aux côtés de l'Allemagne. 2022, les sur cette amis. campagne. s'il Il vous y a plaît. des modèles idéologiques, pour revenir à 2022, il y a des modèles idéologiques différents dans cette élection. Le macronisme, ce n'est pas ce que propose Mme Le Pen, ce n'est pas ce que propose l'Union populaire. Or, les sondages ne parlent jamais que d'eux-mêmes. Enfin, la télévision ne parle jamais que des sondages. Et les sondages se gargarisent d'eux-mêmes avec ce phénomène, effectivement, du rolling quotidien le soir qui accrédite des dynamiques qui sont parfois assez factices. Encore une fois, le seul sondage, c'est le suffrage universel. Lorsque les sondages sont mauvais, cela ne nous, en tant que nous, partisans de Marine Le Pen, cela ne nous accable pas. Lorsque les sondages sont bons, nous ne nous sentons pas, comment dirais-je, on continue pour autant à faire campagne, si vous voulez. On ne se sent pas comme en apesanteur. On est assez indifférent au sondage. Encore une fois, le seul sondage qui vaille, c'est le suffrage du peuple. 11 millions de votes à la dernière élection présidentielle. Et nous espérons, bien sûr, non seulement une qualification au second tour, et puis le 24 avril, la victoire. Monsieur, quand vous vouliez réagir là-dessus. Oui, il y a aussi une certaine difficulté. Enfin, quand on écoute les médias le matin, même des fois, certaines matinales, j'écoute plus, puisqu'il y a une difficulté. Enfin, vous êtes étudiant en journalisme et je vous regarde avec beaucoup d'espoir en espérant que vous saurez faire la part des choses et être. Il y a aussi le fait, par impression, de se retrouver projeté dans les questions des journalistes qui sont très, très, très difficiles. Enfin, moi, je me rappelle Mais c'est le des but interviews, de l'exercice en soi, monsieur Ocan. Oui, c'est pas le but de. C'est pas le but de casser, Oui, mais le mais but quand c'est quand on même de prend, lever le débat. Quand on prend la matinale de France Inter, par exemple, je fais la difficulté que les Français peuvent aussi s'approprier cette agressivité par rapport à des questions qui sont posées. On peut poser des questions de fond et on peut avoir du débat de fond sans avoir besoin d'être méga agressif. Et aussi, il a manqué vraiment dans cette élection la possibilité aux citoyens, au-delà du vote, de s'exprimer. Et peu de forces politiques l'ont proposé pendant cette campagne. Nous, les écologistes, on est allé chercher 30 abstentionnistes qui ne votaient plus, qui n'ouvraient plus les journaux, pour venir avec nous rédiger le programme. C'est la mission qui m'avait été confiée. Et ça, pour en parler, personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé, alors que c'est justement la volonté de refaire société, de mettre les gens autour de la table et de discuter. Et c'est extrêmement problématique. Et la campagne de Aïe Jadot, on a essayé énormément. Je rejoins là-dessus Andy, c'est vrai,
il faut être là où ça se passe. Ça se passe sur les réseaux sociaux pour les plus jeunes, mais ça se passe aussi en cœur de ville. Yannick Jadot a fait une grande tournée des possibles où, par des petits meetings, c'était pas l'idée aussi d'en mettre plein la vue, par des petits meetings sur des places publiques à des heures de passage. Le fait d'être là, de montrer qu'on a envie de discuter avec les Françaises et les Français, de faire de la campagne de terrain et pas de la fausse campagne de terrain en distribuant des tracts. C'est le but de parler ensemble. Et ça, dans cette campagne, ça a manqué. Justement, sur les influences qu'on peut avoir sur les sondages, il y a eu le mot, enfin l'expression, le vote utile qui est revenu de nombreuses fois, notamment pour la gauche, avec l'union de la gauche qui était possible, qui a été envisagée notamment par la France Insoumise. Est-ce que vous pensez, Monsieur Kerbrat, que ce vote utile et cette influence sur les sondages peut favoriser à Jean-Luc Mélenchon ? Nous, on refute le terme de vote utile. Il n'y a pas de vote inutile. Toute personne vote pour ses idées, pour ce qu'il croit et ce qu'il pense, même quand on est très opposé, Monsieur Bouchet. Maintenant, ce qu'on a porté, c'est une proposition politique radicale de transformation du pays, par la 6ème République, par la bifurcation écologique via la planification et ainsi de suite. On a proposé des choix, des chemins. Maintenant, à voir si les Français vont le prendre dans les quelques minutes qui nous séparent. La question centrale qui était posée, c'était face au duel Macron-Le Pen, est-ce qu'on se résigne à perdre encore 5 ans pour le climat, 5 ans pour la justice sociale, 5 ans pour nos institutions qui sont dépérissantes, parce que c'est aussi un symbole que montre l'abstention. Nous, on a proposé ce chemin et on a dit qu'il était efficace. Et nous avons tendu la main, nous avons dit, au second tour, nous tendrons la main à nos partenaires de la gauche, écologistes, communistes. On tendra la main. Mais est-ce que vous pensez que ça a vraiment marché, cette main tendue ? Parce qu'il y a déjà eu quand même l'appel du pied envers Fabien Roussel, il a refusé. Tout à fait. Donc on voit bien que une potentielle alliance des gauches c'était la ligne, a peut-être du mal à prendre place pour le moment. C'était la ligne que tenait Fabien Roussel à son congrès et le Parti communiste a fait son choix. On n'a pas, comme j'ai dit, il n'y a pas de vote utile, il n'y a pas de décision inutile. Maintenant, nous, on a fait aussi une forme de rassemblement via l'Union populaire et son Parlement. Nous avons accueilli des personnes d'associations comme Aurélie Trouvé, ancienne secrétaire d'Attaque, des autres forces politiques qui nous ont rejoints. Je pense à Rêve avec Émeric Caron et des personnalités anciens porte-parole, par exemple, de Génération, Thomas Porte. Nous avons ouvert aussi à des syndicalistes. Nous avons créé ce Parlement qui avait pour objectif de compléter et travailler ce programme sur tous nos plans pour pouvoir arriver dès le 24 avril en action et pouvoir lancer nos réformes pour ce pays. Maintenant, nous allons bien voir ce qui va être décidé, annoncé dans les quelques minutes qui nous restent. Malgré tout, pour rebondir là-dessus, est-ce que vous pensez que... On va quand même parler du vote utile, parce que c'est quand même quelque chose qui revient très très souvent, mais est-ce que vous pensez que malgré tout, il y aura, par exemple, je ne vous le souhaite pas, mais par exemple des personnes qui votent habituellement écologistes, qui ont voté pour M. Mélenchon, pour faire en sorte que une gauche, quelle qu'elle soit, arrive au second tour ? Est-ce que vous pensez que ça peut arriver et que ça déjoue les sondages, pour revenir encore aux sondages ? C'est une possibilité. Peut-être, ouais. Peut-être. Il va falloir voir. Donc le vote utile peut vous être favorable. C'était ma question du début. Le vote utile n'existe pas. Mais il a été pourtant un vote utile de la gauche. Je veux dire, là, on est sur littéralement une construction. Et on peut parler de vote utile de la droite pour faire barrage à Macron pour Madame Le Pen. Avec un aspect des Zemmouriens qui seraient partis revoter pour Madame Le Pen pour éviter à tout prix un vote barrage, comme on appelle ça, qui est totalement pourrissant pour notre pays. Parce que, en effet, nous tuons notre démocratie à petit feu, et c'est le problème de nos institutions, de la 5ème République, c'est pour ça que nous proposons la Constituante. Nous tuons notre démocratie à nous retrouver que dans des situations de barrage. Nous verrons bien maintenant, ce soir, si nous nous retrouvons encore dans un barrage. Nous, on proposait le barrage au Front National et à l'extrême droite dès le premier tour, au Rassemblement National. Excusez-moi. Il y a une manière de ne pas faire barrage, c'est que vous gagnez les élections, ce qui n'arrive jamais, puisque vous avez échoué à 2 fois successives, et peut-être cette fois-ci la 3e. Monsieur Bouchet, vous aussi. Vous n'avez jamais gagné une élection présidentielle. Nous progressons, monsieur, avec une qualification nous au second progressons tour, aussi. Qui n'était pas progression des deux côtés. en suffrage, mais pas au point, hélas pour vous et tant mieux pour nous, de vous qualifier au second tour de l'élection présidentielle. Dans quelques minutes. Alors, même 1 minute 30, on a 1 minute 30. Ça arrive effectivement, mais je crains d'avoir raison, hélas. Vous craignez ? Oh, merci, ça me fait énormément plaisir. Je crains, en tout cas, je pense avoir raison. Vous pensez Alors bien sûr, vous pouvez arguer que les institutions ne sont pas les bonnes, mais enfin, je crois que ce ne sont pas les règles qui sont inadéquates, je crois que c'est le peuple qui ne vote pas assez, et tant mieux d'ailleurs pour vous. Alors justement, qu'est-ce qui impacte impacte ça ? plus, en fait.
Mais... Que le peuple ne vote pas pour M. Mélenchon. Non, qui vote de moins en moins pour l'instant. Qui vote de moins en moins. On revient à cette question. C'est le débat qu'on a eu tout à l'heure sur l'importance des médias, l'importance excessive, à mon avis, des médias, l'importance excessive des sondages, le fait qu'il n'y ait plus de débat contradictoire, qu'il n'y ait plus de débat d'idées à la télévision et même dans la presse d'ailleurs. Madame Maupel disait tout à l'heure que je ne sais pas ce qu'elle a dit comme sottise sur la presse, mais la presse quotidienne régionale est de facto pratiquement aux ordres de M. Macron maintenant. Quand M. Macron va annoncer sa candidature... Alors, Ouest France a refusé de... Ça m'a 30 secondes des résultats, on va devoir commencer à abréger. De Ouest France. Mais quand M. Macron va annoncer sa candidature à l'élection présidentielle, au dernier moment bien sûr, 24 heures avant l'échéance, parce qu'il se croit encore une fois reconduit, ce qui est autorisé. Il l'annonce, oui, il a le droit de le faire dans la presse quotidienne régionale, mais ça traduit tout de même un rapport assez distancé vis-à-vis de la vie démocratique telle que beaucoup de Français le conçoivent. 10 secondes, les 5, résultats vont arriver 4, d'ici très peu de temps. 3, 2, 1... Et c'est Emmanuel Macron qui est au premier tour, qui passe au second tour face à Marine Le Pen. D'après les premières estimations. Exactement, en tout cas. avec 28,6% contre 24,4% pour le Rassemblement national. On n'a pas encore les résultats pour la France Insoumise et l'Europe Écologie Les Verts. Donc on se dirige vers un débat en tout cas entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, une sorte de remake. Ah, on a tout de suite les résultats. Jean-Luc Mélenchon, 3e avec 20,2%. 4e, Éric Zemmour avec 6,8%. Yannick Jadot, 5e avec 4,6%. Et Valérie Pécresse, 6e avec 4,6% également. C'est déjà une surprise. Il y a déjà des surprises qui se démarquent avec notamment... Donc après 7e, Jean Lassalle, 3,2%, très proche de Valérie Pécresse. Fabien Roussel, 2,5%. Anne Hidalgo, 1,9%, tout comme Nicolas Dupont-Aignan. Et pour boucler, Philippe Poutou, 0,7%. Et Nathalie Arthaud, 0,6%. Des résultats quand même assez... étonnant, on a notamment une égalité entre l'Europe Écologie Les Verts et les Républicains, si je ne dis pas de bêtises, à 4,6%. Ouais, c'est ça. On est à peu près dans les estimations pour ce qui est d'Europe Écologie Les Verts, William Aucan. Petite déception peut-être, même si ce sont que les premières estimations. Et de ce qu'on a pu voir, on voit que Jean-Luc Mélenchon, avec plus de 20%, a sûrement eu, justement, on parlait du vote utile, a peut-être eu les voix de la gauche, et notamment ceux de l'Europe Écologie Les Verts. Parce qu'on ne les attendait pas à 20%, la France Insoumise, Monsieur Carbadge notamment. On n'attendait pas forcément la France Insoumise à plus de 20% à la fin du premier tour, ou peut-être que je me trompe. Dans les sondages, les derniers sondages en tout cas qu'on a eu, justement, si on se réfère encore on se réfère aux sondages. Là, je pense qu'on n'a plus besoin de se référer aux sondages pour tout. Ouais, là, on peut directement. Là encore, évidemment, avoir les résultats de bureau qui vont arriver, évidemment. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'en effet, nous vivons le remake de 2017 et nous venons de perdre 5 ans sur le combat social, le combat écologique. Mais alors justement, est-ce que les services potentiellement dans 5 ans vont se retrouver cassés, que ça soit la candidate de l'extrême droite, parce qu'ils n'ont jamais fait preuve pendant les 5 ans. Vous êtes l'extrême droite. Nous ne sommes pas l'extrême droite. Vous m'avez traité mon candidat de trotskiste tout à l'heure. J'ai le droit de dire que vous êtes l'extrême droite. Il était membre de l'OCI, monsieur. Oui, et on ne va pas refaire le débat, monsieur Bouchet. Il était trotskiste. Oui, il y a des gens. Ce ne sont pas mes idées, mais je crois que lui-même l'assure. Il y a des gens qui ont fait partie de l'OAS aussi, vous savez. Pas moi. Monsieur Aucan, vous voulez vous exprimer, Monsieur Aucan. De toute façon, on remercie déjà nos électrices et nos électeurs de la confiance en cette voie de l'écologie qu'on a voulu porter. On est forcément, on a fait une belle campagne, mais forcément ça déçoit. Voilà, il ne faut pas se cacher qu'on n'a pas su représenter une alternative ou une proposition de ça, et on va en tirer des conséquences. Évidemment, cette campagne était pour nous extrêmement longue. Yannick s'est mis sur le terrain dès le départ et a voulu essayer de convaincre à droite à gauche. Il est évident que dans ce remake de 2017, celui qui m'avait aussi un petit peu fait débrancher de la politique à l'époque, on a besoin de ce que, en tout cas les Françaises et les Français de gauche et écologistes, besoin de tirer les conséquences à plusieurs et d'arriver très rapidement à construire des choses ensemble. La question est, c'est un désastre de ne pas avoir la possibilité de les mots forts directement, un désastre. C'est un désastre de ne pas pouvoir montrer une alternative, en tout cas une force alternative à comment dire, Emmanuel Macron, la xénophobie
et D'accord. au libéralisme. C'est compliqué, mais néanmoins, il est évident que pour les écologistes, ce ne sera pas une voie pour Marine Le Pen. Et nous ne donnerons pas une voix à Emmanuel Macron. Donc vous d'adhésion. pensez que ça, on vous allez Mais appeler... néanmoins, il n'y aura pas une voix, en tout cas, d'écologistes. Vous n'appelez pas à voter. Donc ça va être vote blanc plutôt pour montrer le mécontentement. Non, c'est pas une question de vote blanc. Hein. Donc il n'y aura juste pas de prise de position de la part de l'Europe Écologie Les Verts. La prise de position, ce sera celle de Yannick Jadot. Moi, ce que je vous dis Ok, à l'heure actuelle, les écologistes ne donneront jamais de voix à Marine Le Pen. Et si nous, en tant qu'écologistes, nous donnons nos voix à Emmanuel Macron, il faudra bien comprendre que ce n'est pas un vote d'adhésion. Il reste encore beaucoup de travail. Les propositions de la Convention citoyenne qui sont passées à l'AS, la retraite à 65 ans, nous ne sommes pas d'accord du tout. La proportionnelle que nous avons proposée dans cette campagne, c'est compliqué. Mais il est évident que pour les écologistes, il faut faire barrage au Front National. Votre position, Monsieur Kerbrat, par rapport à ça? Pas une voix pour le Justement. Front National. Et du coup, quand même, une voix pour La République En Marche ou... Nous allons faire comme en 2017, une consultation de nos 320 000 soutiens qui prendront une décision parmi 3 choix. D'ailleurs, ce sera une indication de décision entre le vote Emmanuel Macron, le vote blanc ou l'abstention. Tout comme en 2017, nous n'avons pas et nous ne sommes pas propriétaires de nos voix. Et tout politique devrait se rappeler. Et M. Mélenchon a pourtant indiqué il y a quelques jours la méfiance qu'il entretenait, et je crois à juste titre, vis-à-vis des consignes de vote. Vous allez donc Exactement ce que je viens faire... de vous dire, Monsieur Boucher. Ce que vous allez faire, c'est une consigne de vote. Vous allez faire voter les gens sur une plateforme sur 3 choix. Ouais, 3 choix, qui sont des choix À indicatifs l'issue- de ce que veulent les membres de l'Union Et à populaire. l'issue de ce choix, il y aura une forme de consigne de vote, de fait. Non, comme en 2017. Vous vous souvenez pas tout à fait de ce qui s'est passé, je crois. Hein. Bon, c'était une Ce qui est consigne sûr, tacite. c'est que vous n'aurez C'était pas une consigne une seule tacite. voix de l'Union populaire. Nous Nous n'accorderons avions, en aucune 2017, M. voix. Kerbrat, je vous Nous rappelle, donnerons Attendez, aucune Monsieur voix. Kerbrat, Kerbrat, attendez. Monsieur Non, Kerbrat, non, attendez, laissez- nous laissez-moi. avions... Nous ne n'avons- sommes pas passés, monsieur, de 21,3 à 33,90 par magie. Il y a eu beaucoup d'électeurs de M. Mélenchon qui se sont, beaucoup, 7% tout de même, et 30% nous indiquent les sondages, je suis désolé, qui s'apprêtent. Ça, je vous l'ai dit quand Ah. ça vous arrangeait, hein. Il y a tout de même des dynamiques qui sont perçues. 7% d'électeurs de M. Mélenchon se sont reportés sur Marine Le Pen en 2017. Et 93 Et nous on fait un sommes- autre choix. Et 93 ont fait un autre choix, dont l'abstention différentielle d'ailleurs, qui finalement n'avantage pas tant Ah, vous encouragez Monsieur donc à l'abstention, Macron. monsieur Pas Boucher. du tout. Moi, j'encourage naturellement à ce que les électeurs de M. Mélenchon se reportent massivement sur la seule candidate ennemie de l'ordolibéralisme à l'œuvre actuellement, qui est Marine Le Pen. Parce Alors, que ce n'est l'idéologie pas est quand même M. très Macron, opposée. naturellement. À sa décharge, l'idéologie est quand même très très opposée. Mais Il y a naturellement des divergences fondamentales, notamment sur l'immigration. Mais je crois que les électeurs de M. Mélenchon sont plus intelligents que ce que M. Kerbrat peut en penser, et qu'ils sauront différencier entre M. Macron, entre Mme Le Pen, et entre une abstention qui mécaniquement n'irait pas dans leurs intérêts. Je les appelle donc massivement, tout comme j'appelle naturellement et principalement sans doute les électeurs de M. Zemmour, les électeurs de M. Dupont-Aignan et de Mme Pécresse, à se reporter massivement sur le seul suffrage patriote, qui n'est pas qu'un projet anti-macroniste, qui est aussi un projet en positif pour la France. C'est naturellement le bulletin de vote Marine Le Pen Et du le coup, 24 avril prochain. pour vous, les électeurs de Valérie Pécresse et Éric Zemmour, et Nicolas Dupont-Aignan bien sûr, vont se reporter vers Marine Le Pen automatiquement? Automatiquement non, mais ils sont susceptibles, je pense, de se reporter beaucoup plus massivement que par le passé. Je rappelle qu'en 2017, par exemple, 40% des électeurs de M. Dupont-Aignan s'étaient reportés sur Mme Le Pen au 2e tour, 20% des électeurs de François Fillon. Je pense que ces proportions seront plus grandes encore parce que Marine Le Pen n'a pas fait 24% des suffrages exprimés ce soir pour rien. Elle les a fait, c'est-à-dire 3 points de plus qu'en 2017, pour rappel. Elle les a fait parce que les Français la perçoivent beaucoup plus professionnelle qu'elle ne pouvait leur apparaître par le passé. pensez qu'elle Elle a a fait une travaillé, meilleure campagne qu'en 2017. elle a fait déjà une meilleure campagne, elle a travaillé son approche, notamment son approche technique de son programme présidentiel. Je crois que les électeurs des différents candidats de droite percevront cela positivement. Pour terminer avec M. Zemmour, un sondage, encore une fois, indiquait il y a quelques mois de cela que les reports prévisionnels de voix entre l'électorat Zemmour et Le Pen étaient de 90%. Non, j'exagère, 80%, pardon.
Donc il faut encore travailler à rassembler dans les 14 prochains jours pour que ces différents candidats, les électeurs qui se sont prononcés sur ces différents candidats se reportent massivement, enfin se prononcent massivement en faveur du suffrage Marine Le Pen. Vous pensez que l'appel sera suivi, d'après vous? Je le crois, parce qu'elle sera perçue comme ce qu'elle est, c'est-à-dire la candidate du rassemblement le plus large des Français, très au-delà des questions de droite et de gauche, très au-delà des questions de classe sociale, simplement rassembler les Français dans leur ensemble. Il va être, je pense, pour nos forces à gauche et de l'écologie, assez difficile à vivre encore ce second tour, hein, remake de 2017. Pour vous, c'est la même élection quasiment il y a 5 ans? En fait, les temps ont changé. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas réussi à imposer ce débat, mais on a un socle et, on a justement les sondages affichés sur l'écran. Les estimations, pardon, je dis sondages, les estimations, pardon, et voilà, effectivement, Jean-Luc Mélenchon 3e avec 20,2, Emmanuel Macron 1er avec 28%. Il y a quand même un sacré écart entre les 3 premiers, donc entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui après tous les autres sont en dessous de 7%, donc avec Éric Zemmour à 6,8%, Yannick Jadot 4,6%, égalité avec Valérie Pécresse. Valérie Pécresse qui était donnée à environ 8,5-9% dans les sondages. Et qui s'est écroulé. À votre avis, les électeurs de Valérie Pécresse, en tout cas, encore une fois, on revient sur les sondages, mais c'est la seule base de données qu'on a pour ces élections, ont plutôt voté pour Emmanuel Macron. Je pense pas qu'ils ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, vu que les idéologies sont plutôt différentes. Plutôt Emmanuel Macron ou plutôt Marine Le Pen, Gauthier Boucher? Les électeurs de Valérie Pécresse et Éric Zemmour, qui eux ont perdu quelques points de pourcentage. Mais je pense, pour le coup, on parlait tout à l'heure de vote utile. Je pense pour le coup que les électeurs de Madame Pécresse, si on est passé d'une estimation de 9% à 4 et quelques, c'est qu'il y a eu un phénomène de vote utile vers le macronisme. En toute petite partie aussi sans doute vis-à-vis de M. Zemmour, encore que M. Zemmour est plus bas que prévu de 2 ou 3 points. Mais ils ont bien perçu d'une part que les Républicains étaient devenus, comme l'était le Parti Socialiste il y a 5 ans, un parti de gestionnaire de collectivités territoriales. Enfin bref, un parti qui n'était plus appelé sans doute dans un futur proche à présider la République. Et puis ils ont aussi voté pour M. Macron parce que sans doute M. Macron représente davantage bien l'intérêt de leur électorat majoritaire, c'est-à-dire les classes moyennes supérieures urbaines principalement, pas exclusivement mais principalement. Je pense qu'il y a eu pour Mme Pécresse un phénomène de vote utile, tout comme il y a eu d'ailleurs pour Marine Le Pen sans doute. Non seulement sa propre campagne, ce qu'elle a fait proactivement ces dernières semaines pour convaincre les Français, les rassembler, et puis aussi une petite partie de ces 24% de Marine Le Pen, peut-être 3 ou 4 points, je pense que c'est l'électorat initial de M. Zemmour qui, dans ces derniers jours, a bien perçu que leur candidat, sans doute, n'était pas un grand homme politique et a fortiori pas un homme d'État. Un commentaire sur les Républicains. Enfin bon, je n'étais pas non plus à vouloir que la force des Républicains soit très forte, mais néanmoins ils payent quand même assez cher son tournant un petit peu extrême du début de campagne. Hein, le fait d'avoir 3 offres. Vous pensez que c'est plus de droite extrême, d'extrême droite et extrême. Vous pensez que c'est plus son tournant extrême ou c'est plus sa campagne présidentielle qui a été globalement ratée avec de nombreuses interventions qui étaient. Il faut savoir proposer du choix en fait dans cette campagne. Quand vous avez 3 discours qui, entre guillemets, ont certaines nuances, mais se rassemblent sur des points qui sont, pour nous, en tout cas à gauche, et pour les écologistes, complètement hors de notre... Et pour vous, à gauche, il n'y a pas différents partis qui ont des points qui se ressemblent. Par exemple, entre la France Insoumise et l'Europe Écologie Les Verts, vous avez quand même beaucoup de points qui se ressemblent, et pour autant, vous n'êtes pas unis. Si, imaginons qu'on accumule les voix de l'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise, vous seriez au 2e tour face à Emmanuel Macron. Il montre que le combat, il a besoin d'être continué, mais le combat, maintenant, il a besoin d'être continué, pas seul. C'est-à-dire qu'il y a la question maintenant, on ne pouvait pas s'improviser comme ça, au dernier moment, une union magique, selon derrière quelqu'un et tout. Moi, je vous l'ai redit, ça fait 3 ans que je suis reconnecté à la politique, je comprends parfaitement les électeurs et les électrices qui ont pu se retrouver chez Jean-Luc Mélenchon, et aucun de nous
aucun de nous n'est amer sur ça. La question du choix, elle est importante. S'ils se sont sentis dans cette offre-là confortable, voilà, la question là, maintenant, c'est en fait avec l'effort qu'on a à faire du plus grand défi de l'humanité et que on le voit comme hier à la marche climat, qu'on est les seuls à se soucier de cet enjeu-là. Il est nécessaire de travailler ensemble. Il est nécessaire, on l'a vu ces 5 dernières années, il n'y a pas eu de groupe écologiste à l'Assemblée. Résultat, on n'en a pas parlé, en fait, finalement, d'écologie. On en a très peu parlé. Il y a des thèmes écologistes. Vous pensez que c'est la seule raison qui justifie le résultat à la fin ? Il y a la question aussi d'avoir une grande voix, une petite voix. La question de l'écologie est malheureusement trop peu entendue dans tout ce méandre de notifications, sur le fait aussi que les médias ont aussi leur part en fait à choisir les thèmes qu'ils proposent aux gens à discuter, les débats de société. Et c'est extrêmement compliqué. Maintenant, il faut aussi entendre que je entends. Pas de souci. Il y a de l'écho dans vos locaux. Mais voilà, il y aura la question. Voilà, on est prêt à continuer à se battre pour l'écologie, mais maintenant il faut se battre à plusieurs. Et voilà, troisième tour des présidentielles, c'est les législatives qui arrivent derrière, et je pense qu'il va falloir assez rapidement. Et la gauche, en tout cas pour la France Insoumise, vous êtes plutôt sur une bonne dynamique malgré tout, même si a priori vous n'êtes pas au second tour. Mais pour les législatives, est-ce que c'est quand même bon signe à propos ? Une bonne dynamique, ça aurait été d'être au second tour, hein, Bien sûr. Quand même à vous le dire. Ce qu'on peut quand même remarquer, c'est l'existence de 3 grands blocs dans ce pays maintenant. Pour vous, c'est maintenant ces 3 forces un bloc politiques majeures. Libéral, bourgeois, comme appellent certains chercheurs, et un bloc progressiste humaniste. Là, en effet, il y a une étape de construction à faire. Et pour être franc, je le dis là, hein, ce soir, nous invitons toutes et tous à se rassembler à Place Royale, car nous allons rentrer dans 5 ans de lutte, face à la Macronie ou à la Le Pen. On ne laissera pas 1 centimètre de terrain social, écologique, s'avancer et nous bouffer comme les 5 dernières années. On sera aux côtés, et j'invite nos amis écologistes vraiment à venir nous rejoindre ce soir pour manifester le fait que nous sommes globalement la 3e force de ce pays, quand même, et que nous ne laisserons pas imposer la décision par un tiers de l'autre. Donc c'est très important, il existe 3 blocs dans ce pays. Maintenant, c'est tout un champ à construire, et dès les législatives prochaines, en effet, la France Insoumise, l'Union Populaire, prendra sa part. J'ai entendu William Aucan aujourd'hui aussi en parler rapidement sur le 3e tour. Nous ne laisserons pas faire soit une majorité pour Madame Le Pen, soit une majorité de Playmobil encore pour Emmanuel Macron. Vous pensez que ça jouera du coup que il est extrêmement d'autres se important de rassembleront sortir de l'hyper-présidentialisme, enfin un régime présidentialiste, avec un Parlement où on a un équilibre des forces des 3 blocs beaucoup plus important et marqué. On peut vraiment passer à un régime parlementaire. Et ça, c'est quand même assez souhaitable dans notre pays. Ce sera un des combats de la gauche. Ce sera un des combats de la gauche, peut-être. Ce sera les combats qui nous rassemblent. Je pense qu'il y a la question de l'arc humaniste qui a été assez poussée et qui est nécessaire, à mon avis, de vraiment proposer ça, en tout cas à nos électeurs. Par contre, c'est un point de vue personnel. Je me retiendrai responsable de ce que j'ai dit ce soir par rapport à s'il y a une différence par rapport à Yannick Jadot. Mais en vrai, il y a la nécessité d'arrêter de passer à un régime présidentiel et vraiment à un régime parlementaire. On a besoin sur les prochains moments, et on a besoin aussi de montrer cette unité. Je serai probablement présent avec vous Place Royale, mais disons que les 2 prochaines semaines, elles vont être pour dire voilà, pas une voix pour Marine Le Pen, et Emmanuel Macron, c'est pas de l'adhésion qu'on vous offre. Il va falloir être beaucoup plus exigeant sur nos revendications. Oui, Monsieur Boucher, vous vouliez... Cela implique que potentiellement, Monsieur Jadot, peut-être appellerait à voter Monsieur Macron. Même si ça ne serait pas un vote d'adhésion. Ce qu'il fera. Indirectement. Ce qui sera d'une certaine manière, ce sera des voix pour Monsieur Macron. Alors, on s'avance une voix pour hyper-présidentialisme, justement, Monsieur Boucher. Nous ne sommes pas du tout dans cette analyse-là. Naturellement, nous ne sommes pas pour une constituante qui aboutirait sur une 6e République. Nous sommes pour les institutions de la 5e République telles qu'elles sont. Nous sommes pour ce régime présidentiel qui, toutefois,
a des imperfections. Enfin, il y a des imperfections, notamment dans notre système électoral, avec le refus systématique du scrutin proportionnel. En 2017, M. Macron avait promis d'ailleurs le scrutin proportionnel. Il ne l'a pas fait et il ne le fera pas. Si Marine Le Pen est élue, il y aura le scrutin proportionnel. Cela implique qu'il y aura de nouveau, peut-être, M. Aucan, un groupe écologiste à l'Assemblée, parce qu'il sera peut-être mieux représenté. En tout cas, il y aura une majorité parlementaire, Rassemblement national, de 250 ou 300 députés, élus à la proportionnelle, c'est-à-dire que dans un département comme la Loire-Atlantique, une force qui ferait 10% des voix sur 10 circonscriptions aurait un député. Et elle ne serait plus, soumise à ce jeu de grands notables, entre grands notables de droite et de gauche, qui est celui du scrutin majoritaire. Alors, en tout cas, on ne s'y dirige pas. On ne s'y dirige pas, effectivement, parce que, à part Marine Le Pen, personne ne propose la proportionnelle, qui est une proportionnelle naturellement avec prime majoritaire, avec un mécanisme correctif. Mais nous ne sommes pas effectivement, pour revenir à cette logique de république parlementaire, celle de la 4e République, celle peut-être des apparentements, de la conjonction des centres, ou toutes ces choses détestables, qu'a un peu d'ailleurs ressuscité M. Macron, même si mes opposants font de M. Macron un hyper-président. Je crois qu'il est surtout dans un mode de gestion extrêmement autoritaire, M. Macron. Et effectivement, il ne respecte pas son Parlement. En tout cas, il y a déjà... Parlement Playmobil, pour reprendre l'expression. Mais M. Macron, c'est tout de même la conjonction des centres. C'est la social-démocratie qui s'est effondrée et qui a rejoint massivement M. Macron. C'est maintenant la droite Pécresse qui s'est effondrée et qui rejoint M. Macron. C'est la conjonction des centres. Face à cela, il y a un projet, au-delà de la droite et de la gauche, qui est le rassemblement du peuple, un rassemblement national au service des intérêts du peuple français, au service exclusif des intérêts du peuple français, qui en France, jusqu'à preuve du contraire, est le seul souverain. Et la femme qui porte ce projet, c'est Marine Le Pen. En tout cas, on a déjà une annonce d'une première candidate, Anne Hidalgo, qui a recueilli 1,9%, qui, je cite, « Je vous appelle avec gravité à voter contre l'extrême droite de Marine Le Pen ». Donc, elle appelle à voter Emmanuel Macron. On n'a pas encore eu l'annonce de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon. Ouais, c'est étonnant pour vous, du coup, non, c'est pas une surprise. C'est ironique, mais enfin, c'est sidérant à quel point elle a bien dit le mot gravité. Gravité, oui. C'est seulement ce que ça veut dire. C'est sidérant à quel point le Parti socialiste est tombé, et ça illustre bien ses complaisances avec le capitalisme financier le plus odieux et le plus libéral. Si Madame Hidalgo est tombée, combien fait-elle? 2%? 1,9%. Bon, si Madame Hidalgo fait 1,9% des suffrages exprimés, c'est-à-dire sans doute à peu près 600 000 suffrages, enfin, c'est ridicule. On a d'ailleurs des estimations. Ce parti qui faisait l'alternance politique dans la 5e République avec la droite gaulliste et libérale, qui maintenant est un parti qui fait de la figuration, ce parti qui gère des départements, des conseils régionaux, qui fait la pluie et le beau temps dans ces collectivités, qui maintenant est réduit à moins de 2% des suffrages. Ce parti qui a eu 3000 parrainages automatiques lorsqu'il s'est agi de chercher les parrainages. Il est aussi bien implanté localement. Et qui a, donc si je calcule bien, à peine plus de 200 fois plus de voix que de parrainages d'élus. Enfin, ça montre la dégringolade du Parti socialiste, qui est véritablement devenu un parti de notables où il n'y a chez lui que des permanents politiques, que des élus, que des apparatchiks, et il n'y a plus de force militante. Alors, sur le plan local, Monsieur Boucher, le RN encore est pas très bien implanté en Loire-Atlantique. Je ne sais pas les scores qu'il fait, alors, si vous pouvez me dire. La régie, combien Marine Le Pen, on ne voit pas très bien. 22,1 29,21 et Emmanuel Macron. Ouais, donc elle est. Non, justement, en Loire-Atlantique, Marine Le Pen est très très proche d'Emmanuel Macron. Non, Marine Le Pen fait 29% en Loire-Atlantique. Non. Pour l'instant, c'est des tirages par bureau, donc c'est les remontées. Donc il n'y a pas encore de score. Enfin, à part si vous considérez que 300 votants, ça fait 29% des Pays de la Loire. Là, il y aura un problème. Moi, je vois pas ce qu'il y a sur l'écran. C'est un premier tirage. Je suis myope, donc.
Non, mais c'est un premier tirage de 300 votants, comme vient de nous le dire Les Monsieur enfants, Kerbrat. C'est un premier échantillon. Mais verra enfin, ça. Madame Roland, qui dirigeait la campagne de Madame Hidalgo, va peut-être maintenant pouvoir enfin rediriger sa mairie de Nantes, pouvoir enfin s'occuper de la sécurité des Nantais, pouvoir enfin remettre de l'ordre dans sa ville, parce que depuis 6 mois, on ne la voyait plus beaucoup. Elle va peut-être enfin pouvoir refaire de la politique au service des Nantais. Alors- Oublier un petit peu les affaires du Parti Socialiste, qui Monsieur n'intéressent pas les Kerbrat. Nantais. Monsieur Kerbrat. Monsieur Kerbrat. Moi, j'aime beaucoup, donc on vient de nous expliquer que le combat sur la proportionnelle, avec prime majoritaire de la part de Madame Le Pen, ainsi de suite. Bon, sur les grands sujets qui ont quand même émaillé ce quinquennat, Marine Le Pen a été le plus souvent absente. Ça, c'est votre analyse, monsieur. Non, mais il suffit de C'est voir votre les comptes analyse. rendus de séance de l'Assemblée nationale. Quand même, un travail Nous de les regardons, député. nous les regardons et Monsieur nous, Boucher, attendez, nous y monsieur prenons la Boucher, parole. on vous a laissé- Pas uniquement. il vous a laissé parler juste Vous avant. n'étiez pas Laissez- présent au moment Laissez des finir, votes. laissez finir Monsieur Kerbrat. Monsieur, vous n'étiez pas présent au moment des votes. Vous n'avez pas été. Nous étions Vous-même, présents. vous n'avez pas été présent au Nous moment du étions vote présents, sur la privatisation notamment- du rail dans le pays de la Loire. Mais c'est une sottise. J'étais en commission des transports, monsieur. Et alors, vous Et n'avez j'ai pas voté, participé et au j'ai vote voté quand même. contre. J'ai voté contre. Vous n'avez pas voté. Voulez-vous que je vous envoie le fichier audio de la commission des transports à Je laquelle l'ai déjà. je participe? Je Eh ben, l'ai vous déjà. y verrez que je suis présent Tout à fait. et que j'ai Pas voté émargé et signé et que j'ai voté contre cette Très bien. Mais vous n'avez pas soutenu. privatisation à Vous n'avez pas- venir Vous êtes du, absolument plénière. du réseau ferroviaire C'est parce que régional. vous- Cela n'empêche Or, pas. vous, d'une certaine manière, Cela cette n'empêche pas que sur le Laissez-vous débat des parler, retraites. laissez-vous parler. Monsieur Boucher, sur le débat des retraites, Marine Le Pen n'était pas présente à l'Assemblée. C'est terminé, Qu'est-ce Monsieur qui nous Kerbrat. prouve que vos députés seront pas d'autres députés Godillot Playmobil? Nous ne sommes Je pas n'y des crois députés- pas un seul il ne- instant. il ne suffit pas d'agiter des paquets de nouilles pour faire œuvre Monsieur- d'opposition à l'Assemblée Monsieur nationale. Kerbrat, C'est un peu pris plus- Monsieur chacune Kerbrat, de nos Monsieur niches Kerbrat, laissez parlementaires. terminer, Attendez, monsieur. vous avez Sur laissé une beaucoup question parler comme Monsieur le pass Boucher. sanitaire. Bien sûr. Très bien Monsieur Boucher. que Nous Monsieur sommes Madame naturellement Le Pen opposés. est à 24%, mais laissez un peu quand même parler le troisième bloc populaire qui a Bien lancé. sûr. Allez-y. Allez-y, on vous écoute. Donc, je disais, non, nous, on peut être très fiers du travail qu'on a fait sur les 5 ans. Avec 17 députés, nous avons fait 2 fois plus de travail que à peu près les autres groupes, dont le groupe majoritaire de La République En Marche. Nous avons eu nos députés au Parlement européen qui ont fait un travail admirable. Un travail qui est salué dans sa qualité de député. Un travail qui a inspiré des gens. Je pense à Leila Cheby qui a fait un travail sur l'ubérisation incroyable et son combat contre Amazon. Je pense à Adrien Quatennens qui a quand même été une des révélations de ce quinquennat en tant que personnalité politique. Je pense à Caroline Fiat, parce que sur la santé, Madame Le Pen n'était pas présente à l'Assemblée nationale. Monsieur, Caroline Fiat, Madame Le en Pen, aide-soignante. c'est Monsieur Madame Le Monsieur Pen Boucher, n'était laissez pas terminer présente. Monsieur Kerbrat. Caroline Fiat, aide-soignante, qui a porté des combats contre la casse de l'hôpital public à l'Assemblée nationale. En attendant, le FN n'était pas là. Ça, c'est la réalité. Il suffit, et j'invite tous Le FN les Françaises siégeait, et Françaises le FN à regarder. n'a rien à Monsieur- voir. Monsieur Boucher. Bah, il était pas présent. Nous sommes très fiers, il faut le dire, de notre campagne présidentielle que nous avons faite. Oui, malgré tout, malgré un arriver échec. troisième. Oui, c'est un échec, mais nous sommes très très fiers.